parenthèse, il y a un très grand film, je me permets de dire que c'est un très grand film sur ce sujet qui est J'accuse, où on voit très bien ça, c'est que dans l'affaire Dreyfus, on croit que c'est une affaire d'erreur judiciaire. On croit que Dreyfus est coupable, il est innocent, mais non. L'affaire Marie Bénard, encore aujourd'hui, on peut considérer qu'elle était peut-être une empoisonneuse, on n'en sait rien. Ou l'affaire Grégory, on ne sait pas. Là, dans l'affaire Dreyfus, très vite, on sait qu'il est innocent. Il n'y a aucun doute. Non seulement on sait qu'il est innocent, mais on a les documents, on a les preuves. Et en plus, c'est le chef du service d'espionnage qui a prouvé, qui a montré. Mais on sait qu'il est coupable. On sait qu'il est coupable. On sait le nom du coupable. Et lorsqu'il y a un procès du coupable, il est acquitté à l'unanimité. Et là, on applaudit le jugement quand même effarant. Et pourquoi? Mais parce que c'est l'idée, d'accord, au fond, on sait que Dreyfus est innocent et que c'est est coupable. Et si on le reconnaît, vous imaginez pas, c'est tout notre système judiciaire qui s'effondre, c'est toute notre confiance dans l'armée qui s'effondre, c'est tout le système politique qui va être remis en cause. Donc, non, il vaut mieux continuer à considérer que Dreyfus est coupable. Voilà, et c'est toujours ce type de fonctionnement, et même dans la politique actuelle, c'est l'idée, si on commence à mettre le doigt dans le processus de reconnaissance de toutes les erreurs qu'on a commises, tout va s'effondrer. Naturellement, logiquement, il devrait dire, mais c'est bien que tout s'effondre, parce qu'il faut tout revoir, il faut tout remettre sur la table. Mais non, il y a une trouille terrible de l'idée qu'il faut tout revoir et tout remettre en cause. Je crois que c'est ça le processus. Alors, droit dans le mur, ça nous mène où, ça? Droit dans le mur, ça veut dire ça. Ça veut dire que si on ne reconnaît pas les erreurs, on les reconnaît et qu'on va droit dans le mur. Vous avez peur de la montée du populisme? Ah non, populisme. D'abord, je ne sais pas avoir peur ou pas, il y a une montée du populisme. Si on ne voit pas qu'il y a une montée du populisme, de toute façon, je suis tout à fait contre la nomination de populisme. Je pense que parmi les erreurs qu'on a faites, énormes, considérables, c'est l'obsession, c'est l'emploi obsessionnel de ce mot. D'abord, un mot, un qualificatif, n'a un sens que s'il désigne quelque chose de clair. Je ne sais pas, ça, c'est un verre en plastique. Faut pas le dire pourquoi. Si j'appelle ça aussi un verre, si je dis ça c'est un verre, ça c'est un verre, mais quelle différence? Ça c'est un verre, ça c'est un verre, vous ne comprenez plus rien. Bon. Or, populiste, c'est Mélenchon, c'est Le Pen, c'est Bush, c'est Chavez, c'est l'extrême droite du Brésil. On a même dit que Macron c'est du populisme mondain, on a dit que, enfin bref, tout le monde est populiste. À partir du moment où tout le monde, absolument tout le monde est populiste, ça a plus de sens. J'ajoute entre parenthèses que ceux qui emploient le mot populiste, et surtout à gauche ils ont employé systématiquement le populisme, c'est, comme dit, pour diaboliser l'adversaire. Avec cette idée qu'ils ont fini par, non pas par dire qu'est populiste quelqu'un dont ils ont analysé qu'il était populiste, mais du moment qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, ou que le type développe, ou celle développe une idée qui leur déplaît, hop, populisme. C'est pour ça que ça désigne non pas quelque chose de précis, mais tout ce avec quoi ils sont en désaccord. Tout ce qui ne traverse pas dans les clous, déjà. Et alors, pour diaboliser l'adversaire, qu'est-ce qu'on trouve? Un mot dont la racine est peuple. Pour désigner le mal absolu, on trouve un mot dont la racine est peuple. Et 80% des gens, quand vous dites populiste, ils comprennent populaire. Vous comprenez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche du peuple, qui parle au peuple, qui est compris par le peuple, qui veut flatter le peuple, etc. Mais c'est terrible. Vous imaginez les faits, pour une grande partie d'opinion, de considérer que le seul fait que c'est un rapport au peuple est en soi sale et condamnable. Ben, on ne pouvait pas faire mieux pour faire le jeu, en l'occurrence, l'extrême droite. Et la preuve que c'est une erreur grossière, énorme, c'est que ceux que ça désignait,
Tout à coup, ils ont compris. Et tout à coup, ils se sont revendiqués eux-mêmes, ils sont désignés populistes. Eux-mêmes se sont dit, on est populistes. On est, voilà. Ils ont compris que c'était une erreur formidable et qu'au contraire, il fallait s'en emparer et se définir. Et ça a eu des conséquences absolument redoutables. En fait, si on veut désigner les démagogues, il faut dire démagogues, sur les aventuriers, c'est aventuriers, et surtout, dans ce qu'on appelle le populisme, il y a tout. Il y a des tendances ultra-réactionnaires, il y a ultra-réactionnaires, il y a des tendances ultra-démagogiques et aventurières, il faut le dire, et là je rejoins la question du début, et il y a des tendances néofascistes. Là, il faut le dire. Si c'est néofasciste, c'est néofasciste. Qu'est-ce que c'est que le néofascisme? Soyons clairs. Je pense qu'il y a des gens qu'on appelle l'extrême droite, qu'on appelle l'extrême gauche. Bon, quand on dit l'extrême droite, c'est quelqu'un qui est plus à droite que la droite. Ça existe. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen, elle est extrême droite. C'est-à-dire elle est plus à droite que la droite traditionnelle. Très bien. Est-ce qu'on peut dire de Marine Le Pen qu'elle est plus à droite que la droite? Non. Objectivement, non. Son discours sur le plan économique et social, par exemple, est plus proche de Mélenchon que de la droite traditionnelle et que de la droite libérale. Or, c'est quoi ce à quoi on assiste aujourd'hui, en partie en France, pas qu'en France, c'est-à-dire une convergence, une sorte de fusion entre un discours, et en plus, écoutez bien ce que je dis, parce que c'est potentiellement majoritaire. Si on appelle ça le populisme, c'est potentiellement populaire. D'un côté, condamnation du capitalisme, de l'ultracapitalisme, du néolibéralisme, des dégâts sociaux et économiques du néolibéralisme. On pointe et on dénonce les riches qui s'en mettent à la poche, les spéculateurs, la spéculation financière, la dictature de la finance, etc. Et c'est majoritaire. Dans l'opinion, c'est une sensibilité majoritaire, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de vrai là-dedans, profondément. Bon. Ensuite, on dénonce tout ce qui ne va pas en Europe. Tout le côté normatif, bureaucratique de l'Europe. Puis, les flux migratoires et la poussée migratoire. C'est majoritaire aussi, dans l'opinion. Ensuite, on dénonce la sécurité et la montée de la délinquance. Voilà, un régime d'ordre, etc., qui sévisse contre les délinquances, la civilité, etc. C'est potentiellement majoritaire. Et enfin, on dénonce les excès disons, néo-68ards en matière de mœurs. Bon, bah, potentiellement, c'est aussi majoritaire. Et donc, c'est cette idée que vous avez deux courants qui traversent l'opinion. Et c'est ça qui est très important. On n'a pas compris ça. La gauche, en particulier, n'a pas voulu comprendre ça. Il y a deux grands courants qui traversent l'opinion. Là, c'est une remise en cause profonde des dégâts économiques et sociaux du néolibéralisme. Et de l'autre, c'est les conséquences des excès en matière d'immigration, de mœurs, etc., je dirais, du post-68ardisme. C'est la droite qui confisque le premier rejet. Et c'est la gauche qui confisque le deuxième rejet. Et toute l'astuce de Marine Le Pen, ce qui lui a permis de passer de 8% à 26%, c'est de dire, ben, moi je prends les deux. Je prends les deux. Je m'emmerde pas, je prends les deux. Or, si vous regardez le premier congrès fasciste en 24 de Mussolini, quand Mussolini crée son 22 parti fasciste, vous apercevez que c'est un congrès où participe toute une tendance de la gauche révolutionnaire, toute une tendance du mouvement anarcho-syndicaliste d'extrême gauche, plus des monarchistes réactionnaires, plus des ultranationalistes très à droite, c'est-à-dire que c'est une fusion. C'est une rencontre entre des tendances qui viennent de l'extrême gauche, pas la gauche, de l'extrême gauche, et des tendances qui viennent de l'extrême droite. Et c'est ça qui est la spécificité du fascisme. C'est pas d'être plus à droite que la droite, ça s'appelle réactionnaire ou extrême droite. La spécificité du fascisme, de ce qu'a été le fascisme, historiquement, à l'origine, ça a été cette confusion, cette fusion. Alors, évidemment, à la fin, la tendance de droite du fascisme finit par liquider la tendance de gauche. Vous avez dans le début du mouvement fasciste allemand, c'est-à-dire le national-socialiste,
vous avez deux frères qui s'appellent les frères Strasser. Et c'est eux qui ont créé le mouvement national-socialiste en 22-24. Des idéologues, ils ont vraiment créé le mouvement nazi à l'origine. Et c'était des vrais nationaux-socialistes, c'est-à-dire d'un côté extrêmement réactionnaire dans plein de domaines, droitier, nationaliste, xénophobe, et de l'autre côté complètement anti-libéraux, anticapitaliste, pour une alliance avec l'Union soviétique, etc. Et comment ça a fini? Ça a fini que quand Hitler a eu besoin des capitaux, des grands capitalistes allemands, il a fallu leur donner une caution, et au moment de la nuit des longs couteaux, il a fait exécuter, il a fait tuer un des Strasser, et l'autre s'est réfugié aux États-Unis. Mais au début, c'était ça. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'un jour, ça reste tout à fait entre nous, j'ai voulu voir ce que pensait vraiment Marine Le Pen, ce qu'il y avait d'authentique chez elle. Et comme je ne voulais pas qu'on bouffe ensemble au restaurant, parce qu'on avait dit, on les a vus au restaurant, ils ont fait alliance, des gens. Ce qui est horrible d'ailleurs, qu'on en soit dans cette espèce de système de suspicion généralisée, qu'on soit épouvantable. Mais donc j'ai invité chez moi. Donc, à l'avenue du Jeune chez moi, on a resté 4 heures à discuter, etc. Et quand je lui ai dit, au fond, vous avez retrouvé, c'est votre force, l'essence du fascisme originel. Mais elle a trouvé que c'était très intéressant comme remarque. Elle m'a pas dit, c'est pas insurgé. Vous voyez, j'avais bien compris, ça démarre. Et quand je lui parlais des frères Strasser, de ce qu'elle veut dire, elle connaissait très bien. Très très bien. Donc il y a cette spécificité-là. Et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le populisme, il y a des forces qui sont ni plus ni moins de la démagogie, il y en a d'autres qui sont des réactionnaires, mais il y a la montée, comme on l'a vu avant-guerre, la montée de ce qu'on appelle, ce que je peux appeler un néo-fasciste, c'est-à-dire qu'on a vu dans les Gilets jaunes entre nous. Qu'on a vu dans les Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes, j'ai été sur des ronds-points où vraiment les militants de Mélenchon et les militants de Marine Le Pen étaient ensemble et fusionnaient absolument. On ne peut pas le nier, c'est un fait que j'ai constaté. Et donc il y a ce. En effet, il y a ce phénomène-là. C'est compliqué parce que, pour dire la vérité, c'est très compliqué. Là, je pleure presque avec mon cœur, si je veux. C'est très compliqué. Parce que je crois ça, c'est très dangereux. Je pense que c'est très dangereux, on l'a vu. Surtout qu'il y a en fait, il y a 3 mouvements pervers, mon ami l'a expliqué, il y a 3 mouvements pervers aujourd'hui dans la société, terribles. C'est ce néo-fascisme montant, c'est réactionnaire néo-fascisme montant. C'est de l'autre un néo-gauchisme intolérant et anarchisant terrible, et de côté l'islamisme, la montée de l'islamisme. La société est travaillée par ces 3. C'est ça qui fait que la situation est très dangereuse, par ces 3 mouvements pervers. Mais pourquoi? C'est très compliqué en même temps. Il faut bien maîtriser le discours. Parce qu'à la fois, dans le rejet des excès du néo-capitalisme, il y a quelque chose de profondément juste, de profondément vrai. Moi, je l'ai assez fait dans ma vie, de montrer, de mettre en cas qu'il ne faut pas confondre libéralisme et néolibéralisme. Mais cette espèce de dérive du capitalisme vers un néo-capitalisme absolument avec les conséquences, on le voit d'ailleurs entre parenthèses même à cause du virus. Le fait que parce qu'on cherchait toujours à aller vers des espaces, au territoire, pour augmenter la productivité, la compétitivité, où les salaires sont plus forts, les plus faibles, les couvertures sociales sont plus basses, etc. On a été toujours dans ces pays, et qu'aujourd'hui 90% des médicaments viennent de Chine, les composants de notre high-tech viennent de Chine, le prêt-à-porter vient de Chine, l'électromogène vient de Chine, on s'aperçoit aussi qu'on a joué aux apprentis sorciers, et que la conséquence est absolument épouvantable. Donc c'est assez juste, plus le fait qu'on a remplacé le moteur du système libéral qui est la production par le système qui est la spéculation financière. Donc c'est juste d'une certaine manière. Et en même temps, la condamnation, mettre en garde contre une immigration dérégulée, ce que l'extrême gauche ne veut pas faire, c'est juste. Ne pas se voiler les yeux devant la montée des incivilités délinquantes, c'est juste. Montrer qu'on a peut-être été trop loin quelquefois dans cette règlement des mœurs, post-68 ans, on l'a vu avec l'affaire Mers,
Bardiev, avec le fait qu'on a presque fait la promotion de la pédophilie, c'est juste aussi. Donc, à la fois la conséquence, la synthèse de ces rejets débouche sur quelque chose de très dangereux et très pervers, et en même temps, naturellement, c'est d'autant plus pervers que ça sort sur des choses qui sont vraies et assez justes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si on ne comprend pas ça, évidemment, on est dans l'incantation. Alors moi j'ai une dernière question, ensuite on va passer la parole au public. Une question sur, est-ce que dans le fait de refuser, reconnaître ces erreurs, par disons... Attendez, vous m'avez posé une question, je voudrais répondre rapidement. Le livre, il marche bien, je vous ai dit, il marche bien. Mais vous n'êtes pas invité dans les médias. Non, si je suis invité dans les médias, c'est pas ça. Mais je l'ai fait pour forcer à un débat, pour dire à la droite et à la gauche, prenez conscience, c'est un peu les interpeller. Alors là, c'est un échec total. Je me parle plein, les critiques sont très favorables, mais je m'en fous. Ce que je voulais, c'est que ils se saisissent du problème, qu'ils acceptent le débat. Alors là, absolument pas. Entre parenthèses, j'interpellais, par exemple, 2 journaux qui est Le Monde et Le Figaro, où ils acceptent l'interpellation, ni l'un ni l'autre. Ça rejoint un peu la question que je voulais poser. Est-ce que dans le fait de certains de ne pas vouloir reconnaître leurs erreurs, qui sont en position dominante, ça joue sur les limitations des débats et sur l'idée qu'on a de plus en plus qu'il y a une censure en France, qu'il y a des gens qui sont interdits à l'université, il y a des gens... Et en même temps, il y a le succès de Zemmour. Tout ça, c'est pas un peu contradictoire? Non, il n'y a aucune censure en France. Ça, c'est pas blague. La presse est plus libre qu'elle n'était celle que j'ai connue. Le problème n'est pas la censure. Il n'y a jamais eu aussi peu de censure. Il n'y a jamais eu aussi peu d'intervention du pouvoir sur ce qu'écrit la presse. C'est objectivement. Le problème, c'est que vous avez une communauté journalistique qui, en toute indépendance et en toute liberté, ont tendance à penser la même chose. C'est tout à fait différent. Et considérer, et c'est eux qui, à partir du moment où, du genre de vote pour le référendum, où ils sont aperçus que l'opinion ne pensait pas comme eux, on dit c'est des populistes, c'est-à-dire c'est le peuple, c'est ça. C'est ça, d'une certaine manière, que c'est passé avec toutes les conséquences de ça. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui, de mon point de vue, est extrêmement grave, c'est que vous avez une omniprésence médiatique. J'ai lu Le Monde hier. Le Monde a fait un article, que vous lirez si vous lisez Le Monde peut-être, pour dire qu'il y a une omniprésence de la pensée réactionnaire sur les médias audiovisuels. Bien sûr, je parlais de Zemmour. Pas Zemmour, tout. Pour dire la vérité, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire, aujourd'hui, incontestablement, des mouvements très à droite, d'extrême droite, réactionnaires, sont très importants et très puissants, présents sur les audiovisuels. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire la pensée, disons la pensée Zemmour et la pensée Plenel. Il y a une espèce d'omniprésence de la pensée Zemmour et de la pensée Plenel. C'est-à-dire d'un côté, en effet, une mouvance extrêmement réactionnaire, voire néofascisante, et de l'autre, une tendance ultra-gauchisto-anarchisante, très anarchisante, et qu'on les invite d'autant plus que, ou bien on invite l'une parce qu'on pense qu'elle fait la pub de l'autre, ou on invite l'autre parce qu'on pense qu'elle fait la pub de celle-là. C'est-à-dire qu'ils se confortent mais aujourd'hui, si vous refusez les deux dérives, et ce qui est quand même le cas de la majorité des Français, de 70% des Français, vous n'avez quasiment plus accès aux médias. Hein. Si vous n'êtes pas dans ce sens-là ou l'autre, pour faire du buzz, vous n'avez quasiment pas accès aux médias. Et c'est ça qui est... je pense que c'est ça qui est surtout très, très dangereux. Mesdames, Messieurs, pourquoi est-ce que j'ai fait? Mesdames, Messieurs, il est à votre disposition si vous avez des questions à poser.